Bonjour à toutes et à tous. Nous avons terminé la partie consacrée à la détermination de l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite dans les deux horizons temporels, court terme et long terme. Je vous ai dit que l'équilibre du marché est déterminé par la rencontre de deux fonctions, la fonction d'offre agrégée et la fonction de demande agrégée. Cette rencontre nous permet de déterminer le prix d'équilibre, P étoile, et à ce prix d'équilibre, la quantité totale offerte est exactement égale à la quantité totale demandée. Je vous ai dit également qu'à ce prix d'équilibre, l'échange entre consommateur et producteur est compatible et il est mutuellement avantageux. Cela veut dire que les consommateurs et les producteurs doivent trouver leur compte quelque part à acheter et à vendre à ce prix P étoile. Donc on va dire que l'existence de ce prix d'équilibre P étoile va permettre aux consommateurs et producteurs de bénéficier d'un gain psychologique à acheter et à vendre, comme je vous ai dit, à ce prix P étoile. C'est ce qu'on appelle le surplus. On va voir trois types de surplus, le surplus des consommateurs, le surplus des producteurs et la somme des deux qui constitue le surplus collectif. Je vais commencer tout de suite par vous expliquer le surplus du consommateur. Le surplus d'un consommateur va être la différence entre le prix maximal qu'il serait disposé à payer pour se procurer une quantité quelconque d'un bien et le prix effectivement payé. Je précise que le prix maximal que le consommateur est prêt à payer est appelé en microéconomie un prix de réserve. Je vais vous expliquer la notion de surplus du consommateur en me référant à la fonction de demande d'un bien que vous avez vu dans la partie comportement du consommateur. Je vais considérer la courbe de demande d'un bien normal. Sur l'axe des abscisses, je vais représenter les quantités demandées. Et sur l'axe des ordonnées, je vais représenter différents niveaux de prix. Et je vais tracer la fonction de demande pour un bien normal qui est décroissante et linéaire, comme ce que vous voyez devant vous. La lecture traditionnelle de la fonction de demande est la suivante. Elle permet d'obtenir la quantité optimale d'un bien pour différents niveaux de prix. C'est ce que vous avez vu dans la partie comportement du consommateur. Maintenant, pour vous expliquer la notion de surplus, je vous propose une autre lecture de la fonction de demande. Eh bien, elle peut être lue comme étant le prix maximum que le consommateur serait prêt à payer pour avoir des quantités quelconques du bien en question. Je m'explique. Si le consommateur désire se procurer Y1 quantité du bien, il est prêt à payer un prix égal à P1. De même, pour passer de Y1 à Y2, le consommateur serait prêt, je parle au conditionnel toujours, à payer un prix P2, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la quantité d'équilibre. Cette quantité d'équilibre sera payée au prix P étoile. Nous constatons que la disposition à payer du consommateur diminue à mesure que la quantité augmente, et puis inversement, lorsque la quantité diminue, la disposition à payer du consommateur augmente. Maintenant, si on fait la somme des dispositions à payer pour chaque unité jusqu'à arriver à la quantité Y étoile, nous allons trouver ce qu'on appelle l'avantage brut. Cet avantage brut va être égal à l'air que vous avez devant vous, à cette aire grisée, et on peut l'interpréter comme étant la dépense maximale que le consommateur serait prêt à supporter pour acquérir Y unité du bien. Considérez. Alors, maintenant qu'on a compris l'avantage brut, on va maintenant se pencher sur la dépense effective que le consommateur a réellement supportée et a effectivement supportée pour acquérir la quantité Y étoile. On sait que le consommateur ne va pas payer cette quantité ni au prix P1 ni au prix P2, mais par contre, il a effectivement payé cette quantité au prix d'équilibre qui est le prix P étoile. Donc, cette dépense effective va être égale au produit du prix par la quantité ou bien à cette aire grisée que je vous montre par la souris. La différence entre l'avantage brut, la somme maximale que le consommateur était prêt à payer pour acquérir Y étoile, et la dépense effectivement supportée par le consommateur pour avoir cette quantité va constituer l'avantage net du consommateur ou bien le surplus.
Donc ce surplus, je vous lis ce qui est écrit sur le transparent, est la différence entre la somme maximale que le consommateur serait prêt à débourser pour avoir une certaine quantité d'un bien et la somme effectivement dépensée pour avoir cette même quantité du bien. Je vais peut-être essayer de vous expliquer cette notion de surplus du consommateur avec des mots plus simples. Si je prends la quantité Y1, le consommateur serait prêt à la payer à un prix P1. Or, on constate que ce prix P1 est situé à un niveau largement au-dessus du prix P étoile. Donc, le consommateur qui était prêt à payer la quantité Y1 au prix P1 ne va la payer que prix P étoile. Donc, forcément, cette différence entre le prix que le consommateur était prêt à payer et le prix qu'il a effectivement payé va représenter l'avantage net pour se procurer cette quantité Y1. Pareil, je prends l'exemple de la quantité Y2. Le consommateur était prêt à la payer au prix P2. En revanche, il va la payer effectivement au prix d'équilibre P étoile. La différence entre la disposition à payer P2 et le prix qu'il a effectivement payé P étoile va constituer un avantage net ou bien un surplus du consommateur pour cette quantité Y2. Donc, si on fait la somme de tous les avantages euh, de toutes les quantités jusqu'à arriver à la quantité Y étoile, eh bien, on va constater que cette somme sera égale à cette R grisée ou bien à ce triangle que vous avez devant vous. Encore une fois, ce triangle représente l'avantage net ou surplus du consommateur à payer son bien au prix d'équilibre P étoile. De la même manière, je vais vous expliquer la notion de surplus du producteur. Ce surplus du producteur est égal à la différence entre la recette effectivement réalisée de la vente de Y étoile quantité du bien au prix P étoile et la recette minimale pour laquelle il accepterait de vendre cette quantité Y étoile. Je vous explique à travers le graphique. Je vais représenter cette fois-ci une fonction d'offre parce qu'on est en train de parler du producteur. La fonction d'offre coïncide avec la partie croissante de la courbe de coût marginal. Ici, vous avez le prix de fermeture. Si le prix du marché est situé à un niveau inférieur au prix de fermeture, c'est-à-dire ici, l'offre est nulle. Et si le prix du marché est situé à des niveaux supérieurs à ce prix de fermeture, l'offre est positive et va être déterminée en assurant l'égalité entre le prix et le coût marginal. Alors, le prix d'équilibre, comme on l'a vu tout à l'heure, est le prix P étoile. À ce prix P étoile, le producteur va réussir à vendre une quantité Y étoile. Donc, la recette qu'il a effectivement réalisée euh, en vendant cette quantité Y étoile au prix P étoile est le produit du prix justement par la quantité et elle va être égale à la surface grisée que vous avez devant vous. D'accord? Maintenant, de cette recette effective, on va retrancher la recette minimale, qui est la somme minimale pour laquelle le producteur aurait accepté de vendre la quantité Y étoile. Je reprends ma fonction ou bien ma courbe d'offre, comme celle de tout à l'heure. Alors, pour chaque quantité comprise entre 0 et Y étoile, le producteur va exiger un prix qui est au moins égal au coût marginal de chaque quantité. Au moins égal au coût marginal de chaque quantité. Donc, on va dire que la recette minimale est égale à la somme des coûts marginaux de toutes les quantités comprises entre 0 et Y étoile. Le surplus du producteur va, par voie de conséquence, être égal à la différence entre la recette effective qu'il a réalisée de la vente de cette quantité Y étoile au prix P étoile et de la recette acceptable ou bien de la recette minimale, voilà, en vendant chaque unité jusqu'à arriver à la quantité Y étoile à son coût marginal. La différence entre les deux aires ou bien entre la recette effective et la recette minimale va constituer le surplus du producteur, que je représente par le triangle grisé que vous avez devant vous. Comme ce que j'ai fait pour le consommateur, je vais essayer de vous expliquer le surplus du producteur avec des mots plus simples. Je vous ai dit que le producteur serait prêt à vendre chaque quantité à son coût marginal.
Si je prends par exemple une quantité Y1 située à ce niveau-là, le producteur serait prêt à la vendre à un prix donc égal à P1 ici. Or, le producteur, il ne va pas la vendre à son coût marginal. Il va la vendre au prix d'équilibre P étoile. Donc la différence entre le prix P étoile et ce prix qui est égal au coût marginal de cette unité Y1 va représenter un gain pour le producteur et ainsi de suite jusqu'à arriver à la quantité Y étoile. Pour ce qui est maintenant de la notion de surplus collectif, nous avons compris que l'échange d'une quantité Y étoile au prix du marché P étoile confère un gain subjectif ou bien un gain psychologique aux deux protagonistes de l'échange que nous avons mesuré par la notion de surplus. La somme des deux surplus consommateurs et producteurs donne justement ce surplus collectif. Il s'agit de l'avantage retiré par l'ensemble des agents qui participent à l'échange sur le marché d'un bien au prix d'équilibre P étoile. Il s'agit en quelque sorte du bien-être total créé par les transactions au prix du marché. Alors graphiquement, le surplus collectif est représenté par la somme des surfaces correspondant au surplus des consommateurs et au surplus des producteurs. Et ça va être égal à ce triangle. Voilà. Surplus consommateur, surplus producteur et le surplus collectif est égal à ce grand triangle. En guise de conclusion à ce chapitre du marché de concurrence pure et parfaite, je vais rappeler les notions fondamentales que nous avons vues. La première chose est que sur un marché de concurrence pure et parfaite, l'échange entre consommateurs et producteurs ne peut se faire qu'à l'équilibre du marché. À cet équilibre du marché, l'échange est compatible et mutuellement avantageux. Cet équilibre du marché est déterminé par la rencontre de la courbe d'offre globale et de la courbe de demande globale. À l'équilibre, comme je viens de vous dire, les décisions individuelles des agents participant à l'échange sont mutuellement compatibles. Lorsque le prix du marché est différent du prix d'équilibre, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, ça peut arriver que le prix du marché soit situé soit à un niveau supérieur, soit à un niveau inférieur par rapport au prix d'équilibre. Eh bien, un processus d'ajustement par les prix, grâce à l'intervention de l'agent fictif valracien, le commissaire-priseur, va garantir qu'on revienne automatiquement vers l'équilibre du marché. Cet équilibre du marché unique permet aux consommateurs et aux producteurs de bénéficier d'un gain psychologique à l'échange ou bien d'un surplus. Cette notion de surplus permet d'évaluer un équilibre de marché en déterminant l'avantage net que retirent les agents de l'échange au prix d'équilibre P étoile. Je vous remercie pour votre attention.